Chers amis, bonsoir. Je suis très heureux, bien sûr, d'accueillir une nouvelle fois Marcel Gauchet, qui vient quasiment presque chaque année nous présenter cet ouvrage et poursuivre une discussion qui a commencé il y a une bonne trentaine d'années avec le désenchantement du monde. Cette année, comme vous l'avez vu, c'est simplement une préface à un livre de Paul Lyonnais. Paul Lyonnais est un sociologue que nous avions reçu pour son premier livre, très remarquable, Jeux, modes et masses, aux éditions Gallimard. On avait fait un grand article dans Royaliste. Et ensuite, il a écrit ce voyage au centre du malaise français, qui a été réédité, et effectivement, comme le disait Marcel Gauchet il y a quelques minutes, on a l'impression, en le lisant, de lire un livre écrit il y a un an ou deux sur la question de l'antiracisme et des évolutions de l'antiracisme, du racialisme que nous connaissons, etc. Donc, il m'a paru intéressant d'inviter Marcel Gauchet pour refaire toute cette histoire, une histoire à laquelle nous avons été très directement mêlés pendant de très nombreuses années. Donc ça a réveillé un certain nombre de souvenirs, peut-être en évoquerons-nous certains tout à l'heure. En tout cas, merci à nouveau d'être parmi nous. Vous avez la parole et ensuite on engagera le débat avec vous. Merci de votre hospitalité renouvelée, bien j'en sois tout à fait indigne dans la circonstance, puisque je ne suis pas là pour présenter mon propre travail, mais pour évoquer un livre auquel j'ai des raisons personnelles de tenir, parce que Paul Lyonnais était un grand ami, un compagnon d'une vie, à beaucoup d'égards, puisque nos premières armes, nous les avons faites ensemble, alors étudiants. Donc, plus de 50 ans. Et il se trouve que j'ai été l'éditeur de ce livre, qui a eu un destin tout à fait particulier sur lequel je vais revenir. Alors, il me faut commencer par expliquer un peu, justement, le trajet de Paul Lyonnais, dont ce livre aurait dû être une étape comme les autres, dans un trajet qu'il a conduit à développer une sociologie tout à fait originale. Ce n'est pas par hasard que vous aviez retenu, que votre attention avait été attirée par Jeux, modes et masses, un livre donc qui est paru en 85, comme le désenchantement du monde, et qui représentait une bouffée d'air frais extraordinaire dans la sociologie un peu scolastique de l'époque. Parce qu'il parlait d'objets très inattendus pour la sociologie académique, à commencer par le tiercé, un objet qui avait une très mauvaise presse auprès de la France distinguée. C'était le concentré de ce qu'on n'appelait pas encore populisme, mais ça allait venir. Il parlait du jogging, une pratique à l'époque totalement émergente et qui faisait beaucoup parler mais pas beaucoup réfléchir. Qu'est-ce qui se jouait là-dedans? Et je ne vais pas vous les donner, mais c'est pour signaler l'originalité de sa démarche. Et c'est l'originalité de cette démarche qui s'applique qui mettait en œuvre dans Jeux, modes et masses quelques autres textes. Il a continué à écrire après cela sur des objets très différents. Et en dernier lieu, un livre qui est inachevé, puisque seul le premier volume est paru, le deuxième, il n'a pas eu le temps de le finir, il est mort très jeune, qui s'appelle Le recul de la mort, qui est un livre sur les transformations contemporaines de la famille et de la procréation, donc du statut de l'enfant, du statut de l'éducation, qui porte très loin du point de vue de la réflexion anthropologique que toute une série de contributions par ailleurs contribuent à activer aujourd'hui.
Nous en parlions effectivement avec Bertrand Renouvin à l'instant. Quand on rouvre ce livre, je ne l'avais pas fait depuis sa parution, on est stupéfait de constater que rien n'a bougé pratiquement dans les argumentaires depuis sa parution. C'est un phénomène tout à fait extraordinaire. On a vu s'enquister à ce moment-là un système de réflexion et de problèmes consécutifs à cette orientation idéologique qui n'ont pas bougé depuis lors. Et qui l'intérêt de remettre ce livre dans la circulation, comme l'éditeur Éric Conan, qui est l'exécuteur testamentaire de Paul Lyonnais, en ont eu l'idée, c'est précisément de faire ressortir cette dimension de surplace politique de la société française. Comme si c'était noué autour de ces problèmes quelque chose d'inextricable dont nous ne parvenons pas à nous extraire pour progresser vers une réflexion plus ouverte. On peut espérer que ça aura un petit effet, même s'il ne faut jamais surestimer l'effet des livres, dans ce sens. Parce que les conséquences de ce qui se joue là ont pesé très lourd sur l'histoire politique française. C'est la première chose que j'ai voulu faire ressortir en décrivant cette préface, c'est le fait que le livre de Lyonnais reste le moment cristallisateur de la fermeture du débat français sur tous les problèmes sur lesquels prospère le Rassemblement national, qui était à l'époque le Front national de Jean-Marie Le Pen. Et cela amène une réflexion sur ce qui s'est passé dans ce pays, qui a une grande tradition tout de même de discussion politique. Avec le livre de Lyonnais, on peut dire la discussion sur les problèmes identitaires, populistes, liés à l'immigration, devient impossible. C'est le livre à propos duquel s'est fixé un blocage de la réflexion collective autour de ces problèmes. Évidemment, la coïncidence n'est pas fortuite. Le livre est terminé pratiquement juste au moment du référendum sur le traité de Maastricht, 1993. Et on peut dire que le blocage sur les problèmes spécifiques liés à l'immigration, à l'antiracisme, etc., dont parle Lyonnais, ont leur pendant politique du côté de la question européenne sur laquelle nous n'avons pas davantage avancé d'un pouce. Depuis ce référendum gagné d'extrême justesse par l'approbation du traité de Maastricht et donc du système de la monnaie unique, les positions sont totalement fixées. Oui, il y a des fluctuations dans l'opinion, mais on a une bataille entre des camps retranchés qui ne bougent pas. Et récemment, j'ai eu l'occasion de relire d'ailleurs quelques textes de cette époque sur le problème de la monnaie unique. On pourrait réécrire les mêmes, éclairés par pas mal d'expériences depuis, sans aucune hésitation. Donc ça nous met quand Paul Lyonnais parle de voyage au centre du malaise français, on peut dire qu'il a mis dans le mille, parce que, en effet, le malaise français, c'est ce blocage et cette incapacité intellectuelle et morale d'affronter un certain nombre de questions qui sont les divisions les plus profondes de la société politique chez nous, dont il est impossible de débloquer l'espèce de je ne saurais d'ailleurs trouver le mot exact pour le dire, il y a une sorte de paralysie de la pensée devant un certain nombre d'objets
qui produisent un effet, un triple effet, hein, un interdit jeté sur le fait même d'évoquer ces questions, sauf à se ranger immédiatement dans le camp de l'immoralité la plus répugnante. Une partie importante de l'opinion qui se réfugie dans la dépolitisation et intimidée se tait, et une partie protestataire qui nourrit le Rassemblement national principalement, mais plus largement une nébuleuse protestataire sans perspective. C'est ça le malaise. Aujourd'hui, le malaise français, c'est ça, et c'est là qu'il s'est, on peut dire, 1993, l'Europe, l'immigration. Je vais revenir sur le contenu plus précis du livre dans un instant. On a un point, on a un repère avec ce livre très significatif, puisqu'il accompagne en plus, de fait, ce problème Maastricht, monnaie unique, Europe, qui va avec. Et pas par hasard. Hein. Je veux dire, le cœur du malaise français, c'est l'impossibilité de se situer politiquement vis-à-vis de son environnement, qu'il s'agisse de l'environnement des flux de population migratoires ou qu'il s'agisse de son environnement européen et du système institutionnel dans lequel nous sommes désormais insérés. C'est ça. Dans les profondeurs, la France n'a pas trouvé le moyen de s'ajuster à un environnement extérieur qui est source de questions nouvelles qu'il est impossible d'affronter. En réalité, sinon sous la forme d'une espèce de vulgate approbatrice ou d'une vulgate protestataire, l'une et l'autre enquistées dans un discours invariable. Alors qu'il y a de ses hauts et ses bas, mais qui ne bougent pas. C'est tout de même très impressionnant. C'est d'autant plus impressionnant pour qui a vécu cette histoire, et là vous me pardonnerez de jouer un bref instant car je déteste ce genre, l'ancien combattant. C'est très difficile aujourd'hui pour des gens d'une nouvelle génération de mesurer la rupture qui s'est produite à ce moment-là, et Bertrand pourra en témoigner comme moi, il l'a bien vu de près aussi. Nous avons eu un moment heureux dans la vie intellectuelle française, heureux pour certains et malheureux pour d'autres, évidemment, mais globalement heureux, me semble-t-il, pour les gens qui sont attachés au libre exercice de la réflexion, sans tabou. Le début des années 80, c'est le moment de la déprise communiste et de tout ce qui allait avec, qui était aussi la déprise gauchiste. Hein, c'est un phénomène qui n'a jamais encore été vraiment éclairci. Hein. L'élection de Mitterrand de 81, c'est très bizarre, correspond à une ouverture de la réflexion dans toute la société. Elle a eu une sorte d'effet cathartique dans mon souvenir. C'est-à-dire, d'abord on s'aperçoit qu'il réussit à maîtriser le problème communiste, hein, qui était l'obstacle à toute politique progressiste dans ce pays. C'était la présence du Parti communiste était la rente de situation de la droite française la plus bornée. Vous n'allez pas se fatiguer, qu'il le disait d'ailleurs, pourquoi c'est que ces histoires d'intellectuels. De toute façon, la gauche ne peut pas gagner. Hein, puisqu'il y a les communistes, dormez tranquille et occupez-vous des permis de construire, ça c'est du solide. Ils se sont particulièrement illustrés sur ce front et quelques autres. Et il y avait une sorte donc il y avait une gauche véhémente, active, mais dont les perspectives de pouvoir étaient nulles. Mitterrand a effectivement joué un rôle très inattendu, c'est qu'il a montré que c'était en fait un tigre de papier, et qu'on pouvait en venir à bout par une habileté dans laquelle il était maître, il faut le dire. Une habileté faite de beaucoup d'ambiguïté, de mensonges, de tripatouillage, mais qui fonctionnait. Et on peut lui savoir gré d'avoir été habile dans la circonstance, à mon goût. Et effectivement, c'est tellement vrai que on voit un phénomène
qui attend là aussi d'être décrit, c'est une espèce de ralliement général de la gauche la plus gauchiste, hein, de la gauche de 68, au mitterrandisme. La figure de proue exemplaire, c'est Serge July et son journal, Libération, hein, qui est très différent du Libération bobo d'aujourd'hui. C'est les vrais de vrais, hein, de la cause du peuple, des maoïstes qui allaient avec des comportements journalistiques assez douteux, mais c'était vivant au moins, et qui font à ce moment-là d'ailleurs un tournant. Alors, Serge July devient le porte-parole officieux de François Mitterrand, et le grand explicateur des dessins machiavéliques du président de la République. C'est l'éditorialiste qui nous dit ce qu'il faut penser de ce que pense Mitterrand, qui est un porte-parole bénévole. Et c'est donc le grand moment d'une gauche réformiste, ouverte, et sur le plan intellectuel, cette ouverture-là se traduit par une sorte d'élan tous azimuts, de curiosité, de réexamen de toute une série de traditions intellectuelles. Ça va du journalisme, et ça se symbolise d'ailleurs dans l'évolution interne de Libération, qui est un très bon test à cet égard. Hein, c'est ce qu'on appelle à l'époque l'IB2. Alors, c'est un journal, effectivement, très intéressant, parce que très ouvert. Et ça dure, effectivement, toute la fin des années 80, on peut discuter de tout. C'est une période extrêmement féconde sur le plan de la description de la société, de la description du monde, qui est en train de changer beaucoup. Hein, c'est le moment de déferlement de la mondialisation qui a ses aspects très problématiques, mais aussi ses aspects très intéressants. Alors, il y a une redécouverte du monde, autre que celui qui a été fixé par la guerre froide, en fait, très figé. C'est le grand moment de l'humanitaire, c'est le grand moment de l'ouverture sur des problématiques en rupture avec l'idée, la révolution d'abord, le reste on verra après. Non, on voit d'abord, et puis la révolution, il sera toujours temps s'il y en a besoin. Ce n'est pas le sujet immédiat, on peut déjà agir considérablement dans la sphère qui nous est offerte. Et je dois dire, à titre personnel, si je peux me permettre d'évoquer ça, c'est pour moi les années où, avec Pierre Nora, nous lançons le débat, hein, et avec une impression de possibilité d'accueillir très largement les points de vue les plus divers sans que ça pose le moindre problème à personne. Le débat, parce qu'on peut débattre. Et ce n'était pas vrai avant, hein, où on était immédiatement dans un camp ou dans un autre, dans une ambiance de guerre froide intellectuelle qui était épouvantable. C'est dans cette ambiance-là que Paul Lyonnais écrit ce livre, avec la conviction, je me souviens très très bien des conditions, on travaillait de très près ensemble par une vieille habitude, on avait une vision dans la plus totale tranquillité d'esprit à l'égard de ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Nous avions d'ailleurs dans le débat fait un très grand entretien qui avait eu beaucoup, très ouvert, avec Harlem Désir, qui était la figure, mais disons pas la tête pensante de SOS Racisme, je vais revenir sur cette organisation, mais sa figure médiatique, parce qu'il était très bon, très très bon dans les médias, il faut dire. On avait fait avec lui un entretien très ouvert, très polémique, enfin dans le bon sens du mot, c'est-à-dire on n'avait pas, ça ne posait aucun problème. J'ai moi-même écrit en 1990, toujours simplement pour situer un repère, un texte qui a fait un peu de bruit à l'époque,
qui s'appelait Les mauvaises surprises d'une oubliée, la lutte de classe, qui traitait très précisément de l'ascension du Front National. Texte très bien accueilli. J'avais même été invité par le, je ne sais plus quoi, le conseil, ils changent tout le temps leur dénomination interne, le conseil exécutif du Parti socialiste pour une discussion très vive mais totalement ouverte. Hein, vous n'avez aucun problème. Donc nous vivions sur cette lancée. D'ailleurs, Yonnet analyse longuement cet entretien avec Harlem Désir, qui est en effet très intéressant. Je l'ai relu à cause de lui, et ça m'a rappelé, ça m'a replongé dans cette ambiance. 1993, tout ce temps, complètement, et le livre est accueilli par une véritable campagne d'intimidation, orchestrée par un ancien du Libération, Serge July, qui avait viré sa cutie sérieusement entre-temps, qui est Laurent Geoffrin, suivi par toute une cohorte de sycophantes du même acabit, qui crée véritablement un interdit sur la possibilité même de discuter des problèmes posés par l'immigration tels que SOS Racisme, voix dominante à gauche, avait installé la grille de lecture. Alors, je reviens là-dessus. La politique mitterrandienne, comme vous le savez, est marquée par un tournant assez significatif, qu'on dit pudiquement le tournant de la rigueur, mais qui est beaucoup plus que le tournant de la rigueur. Hein. Les 2 premières années du premier septennat de François Mitterrand, c'est le moment lyrique, nationalisation, retraite à 60 ans, abolition de la peine de mort. Tout ça, très classique. Hein, une gauche très très classique qui réussit à faire valoir son programme. Pour des raisons dans lesquelles je n'ai pas le temps d'entrer, au bout de 2 ans, tout simplement le pays est menacé du FMI. Le surmoi nouveau que nous avons inventé parce que ça ne donne pas de brillants résultats, tournant de la rigueur. Mitterrand avait aussi conduit une politique d'ouverture très incontrôlée. Hein. Il donne le signal de la perte de contrôle de l'immigration, qui devient un problème, et ça donne, 1983, l'arrivée du Front National, qui était jusque-là une formation totalement marginale, sur la scène politique française. C'est un choc, parce que l'extrême droite de ce type, on pensait qu'elle n'existait plus. Elle existait, mais elle était totalement résiduelle. Mais effectivement, c'est le commencement d'un phénomène essentiel dont il faut comprendre les racines, et à ce jour, il est toujours impossible de parler calmement de ces racines. La gauche populaire se rallie au Front National électoralement. Ça ne fait pas des militants, ça ne fait pas des troupes, mais ça fait des électeurs. Dans un mixte très difficile à démêler, où les motifs sociaux et les motifs identitaires s'entremêlent d'une façon inextricable. Rajouter là-dessus le tournant, le vrai grand tournant mitterrandien, qui n'est pas celui de la rigueur de 1983, mais le tournant 1986 de l'acte unique européen, hein, c'est ça le vrai tournant mitterrandien. C'est l'idée qu'on va miser sur la construction européenne en promettant que la construction européenne sera le moyen, via une Europe sociale, de construction d'une espèce de socialisme que nous n'avons plus les moyens de faire en France.
Et évidemment, ce choix européen, tel qu'il est présenté, est tout à fait crucial, qui nous domine toujours aujourd'hui, puisqu'il n'a cessé de s'approfondir jusqu'à aujourd'hui comme l'horizon obligatoire de la société française. Toutes ces raisons font, c'est ce que j'analysais dans le texte que je mentionnais à l'instant, font que ce qu'on a pu croire à un moment est une flambée tout à fait temporaire, se confirme, c'est-à-dire le basculement des milieux populaires traditionnels français vers le vote Front National. Évidemment, du côté du pouvoir, c'est quelque chose qui ne laisse pas indifférent, et il cherche une parade. SOS Racisme est conçu littéralement par la jonction entre une frange gauchiste qui comprend que de ce côté-là, il y a plus grand espoir, et le besoin mitterrandien d'abord de se donner une base jeune et de se trouver à une sorte de réponse idéologique au Rassemblement national, au Front national de l'époque, vis-à-vis duquel ils n'ont rien à dire, sinon les invectives traditionnelles, le barrage, celles qu'on entend tous les jours dans une incantation qui n'a pas varié d'un millimètre dans son discours. SOS Racisme naît à l'Élysée, ce qui est pour un mouvement d'extrême gauche tout de même assez original. Et il va faire la carrière de tout un personnel qui continue de figurer tant à l'Assemblée nationale que dans les grands médias. Ça a été une opération de recyclage assez réussie sur ce plan, des réussites individuelles. Mais le fait... Et donc je crois qu'il faut toujours considérer, quand on regarde rétrospectivement cette évolution, ces trois facteurs. L'Europe, la politique sociale qui en découle en grande partie, mais pas uniquement, le rapport au monde que ça implique, la mondialisation, et la dimension proprement la question de l'altérité immigrée et de la façon de la gérer. C'est un ensemble cohérent. Et si on se concentre uniquement sur un aspect, je crois qu'on ne saisit pas le phénomène d'ensemble. On pourrait analyser de très près la manière dont se lient ces trois thèmes. En tout cas, pour se concentrer à la suite de Yonnet sur la dimension proprement SOS Racisme, SOS Racisme amène un discours qui va très loin par la révision du modèle français tel qu'il s'était fixé dans ses grandes lignes universalistes républicaines depuis l'affaire Dreyfus, je dirais. Je pense que c'est à ce moment-là que ça se décante assez clairement, même si ça a évidemment des racines plus anciennes. C'est ce qui donne d'ailleurs le sous-titre qui est important du livre de Yonnet, c'est l'antiracisme et le roman national. Alors, c'est lui d'ailleurs qui a mis à la mode cette expression de roman national. Je ne sais pas s'il l'a inventé particulièrement, mais en tout cas, à partir de là, elle va être extrêmement développée. Alors ce roman, ce qu'il appelle le roman national dans ce livre, a toute une série de dimensions anciennes et récentes. Roman parce que le dernier épisode, c'est l'épisode 1939-1945, et la façon dont la mémoire française a digéré ce traumatisme majeur, la collaboration, le pétinisme, etc., en se présentant, grâce à De Gaulle, c'est le mensonge gaullien, la France résistante contre
contre l'occupant nazi. Il y a une partie de vrai, parce qu'il y a bien eu des résistants. C'est un peu plus nuancé dans... Vous publiez dans Royaliste des portraits de figures qui ont contribué à cette histoire, qui montrent que c'était un peu plus compliqué que le roman que De Gaulle a su, pour sauver l'esprit public, en sortir, mais ça va chercher derrière beaucoup plus loin. C'est la France révolutionnaire, c'est la France universaliste, c'est donc la France qui par nature, est un pays ouvert et pour lequel la question de l'immigration n'en est pas une, puisque elle en est une dans les faits, mais dans les représentations dominantes, elle n'en est pas une, puisqu'on a une recette qui fonctionne, et qui a largement fonctionné, c'est vrai, qui est l'assimilation. Dans un pays, n'importe qui peut devenir français, dès lors qu'il accepte les règles du jeu français. C'est-à-dire les valeurs de la République, pour aller parler le charabia d'aujourd'hui. C'est ça que renverse totalement SOS Racisme. Ils inventent un autre discours en rupture complète sur tous les points avec ce qu'était le système des représentations installées que le gaullisme avait enraciné d'un poids extrêmement puissant. Tout se mêle. Révision en règle de ce qu'a été la France dans son histoire. Non pas du tout la nation résistante sur laquelle se reposer calmement pour ne pas trop regarder. Bon, il y avait eu toute une série de remises en question qui avaient beaucoup relativisé la chose tout en faisant sa part à la résistance. L'image donnée du passé français, c'est l'image d'un pays foncièrement collaborationniste. C'est orchestré, ça avait été orchestré par un livre très significatif, paru en 1982 ou 3, je ne me rappelle plus exactement, qui est L'idéologie française de Bernard-Henri Lévy, qui est le livre qui retourne complètement, il est derrière SOS Racisme, c'est, si je puis dire, le correspondant médiatique de ce qui se passe dans les cuisines politiques. C'est un retournement, mais complet, du roman national, justement. Et donc, c'est cette France collaborationniste, vichiste, pétiniste, qui, évidemment, aujourd'hui, renoue avec ses démons d'hier, dans une explosion xénophobe ou raciste que représente le rassemblement, le Front National de Jean-Marie Le Pen de l'époque. Ça se poursuit sur un plan plus théorique, dans une remise en question totale de l'idée d'assimilation, qui est présentée au contraire comme vraiment l'idée colonialiste, impérialiste type. Vous vous assimilez, c'est-à-dire vous vous soumettez à loin d'entrer dans un projet universaliste, vous vous soumettez à une culture dominante qui s'impose à vous et qui ignore la vôtre. Or, précisément, l'heure est venue d'en finir avec ce modèle d'imposition sous couvert d'assimilation de la culture dominante au profit, au contraire, de ce qui prend à ce moment-là nom de multiculturalisme, multiracialisme, multidifférentialisme, qui devient le vrai modèle qu'il faut adopter vis-à-vis de ces... Là, et cerise sur le gâteau, dans le discours, je vais revenir plus précisément sur ce point central, l'apologie de la différence, cerise sur le gâteau, précisément l'immigration, à propos de laquelle
Lyonnais crée un néologisme qui est devenu banal aujourd'hui, et l'immigrationnisme. L'immigrationnisme, c'est-à-dire l'idée que l'immigration, non seulement est un fait, il s'impose à nous, mais une valeur. C'est quelque chose qu'il faut rechercher. Pourquoi dans le cadre français? Parce que c'est la rédemption de ce passé infâme, collaborationniste, pétiniste et tout ce que vous voulez, pour se régénérer par l'abandon des vieilles lunes du roman national. Les Français se sont racontés des histoires, ils vont en être délivrés grâce à l'immigration qui va tout simplement mettre fin à la France comme nation. Là aussi, notion périmée à l'heure de l'ouverture de l'Europe, de la mondialisation. Tout ça, ça n'a plus aucun sens. Il faut arrêter avec ces archaïsmes qui sont un obstacle à la vie commune, satisfaisante dans une formulation générale de respect des différences. C'est ça le cœur de la doctrine. Alors, le point important, philosophiquement parlant, c'est cette question de l'universalisme républicain, comme on dit, qui est remis radicalement en question par SOS Racisme, et par parenthèse, on voit qu'il ne faut pas aller chercher systématiquement dans les universités américaines le secret des âneries qui nous persécutent. Nous avons des capacités d'invention indépendantes. Non seulement nous avons, c'est de la French Theory, c'est connu que sort ce discours woke dont on parle aujourd'hui, mais avant même cette exportation réussie, notre balance des paiements intellectuels reste la seule qui tienne, me semble-t-il. Avant même, on a eu, en fait, l'élaboration de la doctrine qui est celle aujourd'hui du wokisme standard américain qui nous revient, on l'avait un peu oublié depuis longtemps, mais c'est nous qui l'avons inventé. Donc il s'acclimate d'autant plus aisément, évidemment. Quelle est l'idée? C'est que l'universalisme est mensonger. L'universalisme qui préside à l'idée d'accueil et d'assimilation, parce qu'il ignore les différences culturelles d'origine des nouveaux venus. Alors, c'est un point extrêmement difficile, c'est-à-dire tout simplement, on ne regarde pas la couleur de peau, on ne regarde pas les origines, on ne regarde pas la religion, dès lors que vous acceptez les règles de la communauté politique où vous êtes présent, colorblind, comme c'est dans la version américaine, on ne se tracasse pas de savoir d'où vous venez. Vous êtes membre à part entière de la communauté. Et là, on arrive dans toute une dénonciation, démontage de ce faux universalisme qui est présenté comme le masque de la domination des cultures des pays d'accueil. Parce que il n'est pas faux que dans l'opération d'assimilation, il y a une part de transfert considérable, d'adoption de normes de vie qui sont différentes de celles dans lesquelles vous avez grandi. Ça, c'est indiscutable. Mais le postulat fondamental de ce néo-antiracisme qui va en faire un racialisme. L'antiracisme, SOS Racisme, est le mouvement qui, dans le monde, a créé le racialisme. C'est-à-dire l'idée qui repose d'ailleurs sur une confusion insoutenable entre la culture et la race, pour les faire. Je refais allusion au texte fameux de Lévi-Strauss qui avait fait grand scandale dans son époque, qui s'appelle Race et Histoire. Il en a fait un autre qui s'appelle Race et Culture, qui traite de façon remarquable à mes yeux et à dépasser ces questions. L'idée fondamentale, c'est de l'inhérence, en quelque sorte, à la personne et à ses droits de sa culture et de sa race, de telle sorte
quand elle arrive dans une communauté politique distincte de sa communauté d'origine, elle doit pouvoir vivre dans sa culture, vivre dans sa différence, avec tout un flottement sur le racial, l'ethnique, le culturel. C'est cette remise en question radicale-là qui fait que très vite, de l'apologie de la différence, on tourne à la valorisation totalement inattendue de la race, comme ce qui est le principe de différence humaine qu'il faut absolument respecter et faire valoir, avec toutes les conséquences que ça entraîne sur le plan de la nature de la communauté politique, où il faut complètement démolir donc ce qui était l'idée, les idées venant du XVIIIe siècle, de l'universalisme républicain. Là, ils ne vont pas beaucoup sur ce terrain, sur le plan politique. Je me souviens très bien avoir essayé de titiller le Harlem Désir à l'époque sur la question, il n'était pas très à la discret, pas très à l'aise. Ben oui, qu'est-ce que veut dire volonté générale, hein? L'idée de l'unité d'un corps politique qui est capable de prendre des décisions, même si c'est par un mécanisme majoritaire que tout le monde accepte comme l'expression de l'unité nationale, perd tout sens. Ce qui compte dans la vie politique, c'est les différences entre les êtres qui s'ancrent dans les cultures et les races d'origine. À l'époque, c'est ce retour de la race qui m'avait fait bondir et m'interroger gravement sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire, y compris pour des gens pour qui précisément la notion de race n'a théoriquement aucun sens. C'est là où c'est le point incompréhensible de ces racialismes. Les races n'existent pas, mais il faut néanmoins tenir compte des races. Alors, comment voulez-vous d'ailleurs que les gens se retrouvent dans ce discours incohérent, hein? Donc, il faut une France multiraciale. C'était le... Ben, elle l'était depuis fort longtemps, hein. D'ailleurs, ça, c'est pas un scoop, mais est-ce que c'est l'élément significatif? C'est-à-dire, c'est là où je pense ces mouvements qui restent minoritaires, en dépit de l'écho médiatique qui leur est donné, ont un écho qui va très au-delà de leur discours immédiat, parce que ça remet en question toute l'idée en fait, de démocratie politique, qui devient un marché des communautés et des identités. Hein, ils le disent d'ailleurs, hein, il y a dans le livre de Vionnet, que évidemment je ne saurais trop vous recommander, il y a des textes étonnants. Hein, qu'est-ce que c'est que ces histoires toutes ces catégories philosophiques du passé, ça ne veut plus rien dire, puisque précisément il s'agit en fait, la valeur suprême, c'est la possibilité pour un individu de vivre dans sa culture d'origine, de faire reconnaître sa différence ethnique et ethno-raciale, hein, pour employer le mot complet, et dans un processus politique qui devient une juxtaposition de communautés ethno-raciales entre lesquelles, au fond, la fonction politique se résume à opérer des arbitrages à peu près équitables sur le mot d'équité, qui connaît la fortune dans ces années-là pour d'autres raisons philosophiques. La présence de John Rawls derrière est importante, mais c'est un mot qui n'est plus employé d'ailleurs, dont on peut suivre son itinéraire que par les tenants effectivement de l'extrême gauche woke, mais qui a des implications qui vont très loin, hein, puisque parler d'équité, c'est renoncer à l'égalité. Bon, l'égalité, c'est quelque chose qui peut être atteint par la volonté de tous. L'équité, c'est quelque chose qui est distribué par un magistrat politique d'un genre non défini et qui arbitre entre des forces en présence. C'est un modèle politique implicite qui va extrêmement loin. Je pense évidemment pas que la masse de la population se pose de grandes questions philosophiques sur la volonté générale, sur le statut. Non, mais ils ressentent, la masse de la population ressent l'atteinte à tout le modèle
à l'intérieur duquel un démocrate normal, si je puis dire, se pense tenu de vivre. Donc, en fait, c'est un angle d'attaque sur un point particulier, mais qui ébranle toute la construction théorique qui porte, en fait, la vision de la République démocratique à la française. Et qui, de ce fait, donc, a des conséquences très ravageuses. Sur le plan politique, pour moi, si on met ensemble, donc, l'acte unique de 86, SOS Racine, qui est un tout petit phénomène, un phénomène qui va très loin, et Maastricht, on a largement l'explication de ce qu'on peut appeler le suicide politique de la social-démocratie française. Alors c'est des phénomènes lents, ça ne se déroule pas, parce que ça touche le système le plus profond des représentations que les gens se font de leur société politique. Donc, c'est des choses qui avancent doucement, aussi en fonction des conséquences qui résultent de tout ça, et qui cheminent dans l'inconscient plutôt que le conscient des électeurs, mais qui finissent par avoir des effets absolument ravageurs. Si vous dites aux gens que la France telle qu'ils l'ont connue n'a plus de raison d'exister, ils se posent quelques questions sur ce que ça veut dire pour eux. Alors ça n'a pas de... On peut dire c'est du baratin, c'est du discours, c'est pour les médias, oui. Mais si c'est corroboré par ailleurs par des choses comme la construction européenne, une mondialisation qui déstabilise complètement leur cadre de vie, ils se disent qu'il y a peut-être une cohérence entre tout ça. Et ils ne se le formulent pas, mais ils le ressentent suffisamment profondément pour que ça oriente leur comportement et leur réflexion spontanée. À partir du moment où, comme à l'occasion de ce livre, se noue l'interdit de revenir sur cette problématique, si vous avez le choix, vous allez vivre au fond des bois, on ne vous tue pas. La gauche a aboli la peine de mort. Il y en a qui doivent le regretter dans la bande, mais c'est comme ça. Il y a des robespierristes qui visiblement bouillent à l'idée de remettre une guillotine sur la place de la Concorde. Ça serait une attraction touristique en plus pour la capitale. Mais bon, c'est un peu vieillot. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle la mort sociale ou l'acceptation silencieuse. En général, il y a peu d'approbateurs, mais il y a beaucoup d'adeptes obligés. Quand une société politique arrive dans ce système d'interdit, je crois qu'elle est vouée à un processus de nécrose profond qui chemine doucement, mais implacablement. C'est pourquoi ce livre me paraît avoir été extraordinairement salubre en son temps, et on peut espérer que peut-être, encore une fois sans se faire beaucoup d'idées, en comptant sur d'autres forces plus présentes immédiatement pour remuer les esprits, l'époque du devoir d'inventaire, comme a dit jadis un premier secrétaire du Parti socialiste qui a oublié ce que ça voulait dire, juste après l'avoir dit, il y a un devoir sérieux d'inventaire que ce livre aurait au moins fonction de rappel pour sa nécessité. Merci beaucoup. Oui, en vous écoutant, je repensais à un débat. Je crois que Paul Dionnet ne l'évoque pas, le débat sur République et démocratie, qui avait été mené notamment par Régis Debray. C'est juste avant. C'est juste avant. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Oui, c'est juste avant. Mais Régis Debray disait il y a les républicains et il y a les démocrates, ce qui paraissait bizarre à l'époque, tout allait ensemble, mais il disait, on défendait l'idée classique républicaine que nous connaissons bien, et il disait les démocrates, c'est-à-dire SOS Racisme, les gens comme ça,
je ne sais pas s'ils visaient déjà SOS Racisme, bah, les gens ce sont des démocrates à l'américaine en fait. Ils veulent le multiculturalisme, ils veulent, je ne sais pas s'il employait ces mots, et il y a eu un débat d'une certaine ampleur dans, je crois, dans le Nouvel Observateur notamment. C'est un texte publié dans le Nouvel Observateur. Je ne sais pas si vous avez participé un petit peu. Mais justement, c'était un débat, d'abord il était très intéressant, parce que Régis Debray avait lancé une vraie question. Qu'est-ce que c'est que la République par rapport justement à la tradition politique française, à l'universalisme? Et il défendait cet universalisme des principes républicains. Bon. Et il présentait ce mouvement que peu de gens pressentaient à l'époque. Tout à fait. Bon. Voilà, et c'était un débat tout à fait typique de l'époque, justement. Oui, c'est le tournant. De grande ouverture. C'est le début du deuxième quinquennat de Mitterrand. De septennat de Mitterrand, pardon. Oui. C'est le 89, 90, 91. Lyonnais, dans mon souvenir, ne l'évoque pas, mais c'est normal, si je puis dire, parce qu'il a une démarche sociologique, c'est-à-dire qu'il part vraiment d'un objet circonscrit pour le dépioter et en tirer toutes les ramifications. Donc, mais c'est consonant. C'est tout à fait consonant avec la problématique ouverte par Régis Debray, qui lui se situe directement sur le terrain le plus haut des principes politiques. Effectivement. Bon, mais j'ai un certain nombre de choses à dire, mais je les dirai plus tard. Je ne veux pas, je vous en prie, intervenez, n'hésitez pas. Alors, le temps que vous prépariez vos questions, je relisais l'interview que Harlem Désir avait donnée à notre revue Cité, et après celui que Faudescilla avait donné également à Royaliste. Le thème différentialiste n'apparaît pas, je ne sais pas dans le débat, il n'apparaît pas dans ces interventions qui sont d'intégration au sens plutôt de... Enfin, on comprenait à l'époque le mot intégration comme assimilation. Voilà. On entre dans la collectivité nationale plus ou moins rapidement, mais on y entre. Et on prend justement ces principes, etc., tout ce que vous expliquez. Et je me souviens qu'en 1989, SOS Racisme a lancé une campagne 89 pour l'égalité, à laquelle nous avons participé. Il y avait un peu tout le monde. Il y avait la Ligue communiste, il y avait le Parti communiste, le Parti socialiste, la NAR, etc., etc. Et là, donc, c'était 89 pour l'égalité, avec un grand... Oui, alors, là, vous entrez dans un sujet supplémentaire qui est la stratégie de communication de SOS Racisme, qui a été bien conseillée, puisque c'était, encore une fois, téléguidé d'en haut, ce n'était pas des amateurs. Il y a tout un personnel qui s'est illustré, les communicants de l'Élysée de l'époque. Ils jouent un double jeu, c'est-à-dire ils ont une habileté de se greffer sur le mouvement social, l'égalité, etc. Mais il faut voir le contenu. Il y a la marche pour l'égalité, mais il faut voir ce qu'ils mettent derrière. C'est l'égalité des communautés. C'est pas... Voilà, c'est ça le truc. C'est l'égalité des différences. Vous voyez ? Ils arrivent ils rusent. Il y a une habileté certaine. C'est tous d'anciens trotskistes qui ont eu métier politique gagné dans les batailles étudiantes du mouvement étudiant de l'époque. Et puis il y a une évolution. Il y a une évolution aussi interne. C'est pas un truc qui se fait en un jour. Et il joue effectivement une méthode qui a fait ses preuves, qui est de retourner le discours reçu par tout le monde pour lui faire dire autre chose. C'est ça, et c'est ce que montre très bien Lyonnais en décortiquant le discours. Et aussi les niveaux de discours. C'est-à-dire quand ils vont à TF1, ils ne parlent pas comme dans
dans les réunions militantes, dans les meetings qu'ils font ici et là. Il y a aussi une stratégie de discours. Ils veulent subvertir un cadre intellectuel qui est installé. Et donc, pour ça, il faut évidemment partir de ce que les gens ont dans la tête. Parce que l'égalité, vous voyez, je veux dire, c'est l'égalité de quoi? C'est l'égalité des différences. C'est pas l'égalité contre les différences. À partir d'un même mot, vous pouvez complètement renverser le sens d'une notion. Et là-dessus, c'est un exemple. Le mouvement communiste, d'ailleurs, depuis son existence, a toujours pratiqué ça. Alors, c'était leur habileté suprême. Et il y avait un vieux savoir-faire. Je termine sur ce point-là, parce qu'après on va oublier. Bon, alors, sur ce que vous avez dit quant à la commande de l'Élysée, le pilotage par l'Élysée, oui. Bon, oui, très concrètement, le pouvoir, une espèce sonnante et trébuchante était là. Quant au trotskisme, alors, nous, ça nous faisait rire parce que c'était quand même très bizarre. Un jeune qui arrivait à SOS Racisme, il était intégré dans un groupe de base qui n'était pas officiel, c'était les groupes trotskistes, pilotés par Julien Drey. Et les groupes, alors une lycéenne nous avait raconté ça bien après, c'était vrai aussi pour l'union des lycéens qui marchaient avec. À 16 ans, elle était arrivée dans le groupe de base et on lui avait dit, tiens, lis ça, c'était Trotsky, ma vie, 500 pages, et c'est ce qui est plus lisible. Sans plus d'explications. Bon. Et c'est avec des bribes de trotskisme qu'il fabriquait, qu'il militait. Autre point, et là je m'étais vraiment engueulé avec Harlem Désir personnellement, c'est sur le fédéralisme européen. Parce que les groupes de base, attention, ils étaient tous membres de la gauche socialiste, c'est-à-dire une tendance du PS. Et la gauche socialiste était fédéraliste européenne, mais vraiment complètement, comme on n'en entend plus beaucoup aujourd'hui. Parce que c'était fédéraliste européenne au sens où l'Europe doit être l'abandon des nations. Complètement. Alors là, c'était pas simplement pour faire une fédération, une nation européenne, parce qu'il y a deux fédéralismes européens très différents. Oui. C'est le fédéralisme au sens classique. Il y a une nation européenne qui est une nation fédérale. Là, non, c'est l'Europe comme le dépassement des nations. C'est encore autre chose. C'est ça. Et autant on ne discutait plus pas de la question de la différence, autant avec Harlem Désir, on s'est accroché vraiment très violemment sur cette question-là. Et c'était l'idée de la nation dépassée. Fini. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui intéressait Mitterrand. Parce qu'il fallait justifier l'engagement européen, le tournant européen de la France. Donc, et Mitterrand avait le bon goût de penser que tout ça c'était des zozos, mais très utiles, qui n'allaient pas le gêner politiquement, mais très utiles du point de vue de la conscience publique. Bien, donc... C'est toute une opération politique qui mériterait d'être analysée de près. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de témoignages, beaucoup de protagonistes de la première heure, tout à fait sincères. Il y a l'un d'entre eux en particulier a écrit un livre vraiment très intéressant où il raconte ce qui s'est passé, tout simplement. Et la conscience qu'il a prise à un moment qui c'était pas du tout ce qu'il voulait. Mais qu'il a été... Je ne me rappelle plus de ce nom. Il est longuement cité dans le livre de Yonnet. Il raconte vraiment comment ça s'est fabriqué et comment ils ont procédé même. C'est très intéressant pour comment ça s'est noué, comment ils sont arrivés à l'Élysée, ce qui n'était pas spontanément leur trajectoire normale. On ne va pas rentrer en détail. Jean-Louis Bianco, qui était le père, le fournisseur de tout, n'était pas du tout de la gauche différentialiste. Non, il ne l'est toujours pas d'ailleurs, mais tout en étant le parfait otage. Il était secrétaire général de l'Élysée, donc il était l'État. C'était une des chevilles essentielles de l'État, qui voyait tout, la politique internationale, etc. Il était très loin des histoires de Blanc-Beurre. Oui, bien sûr.
Mais il a effectivement piloté cette affaire jusqu'à la fin du mitterrandisme. Oui, tout à fait. Mais là, il faut voir la stratégie mitterrandiste. Le jugement de Mitterrand l'a dit. Par elle-même, la gauche, c'est au mieux 42% des voix. Si on veut gagner une élection présidentielle, il faut aller chercher beaucoup plus loin. Et il faut aller chercher à droite et à gauche. Donc, il y avait une idée délibérée depuis le départ d'élargir le spectre idéologique sans exclusive pour agglomérer une majorité. Et l'idée après, c'est qu'on est assez malin pour faire tenir tout ça dans le même panier, même si ça y aura du tirage, évidemment, entre des composantes assez hétérogènes. C'est ça, il y a une stratégie qui se comprend très bien, qui a une rationalité politique, quoi qu'on en pense par ailleurs. Je vous en prie. Petite question, pardon, on va continuer avec le fil de la discussion, mais je voulais savoir si vous pouvez revenir et nous dire, selon vous, quelle est la différence entre racisme et racialisme? Alors, justement, le racisme, c'est pour simplifier à l'extrême, le racisme, c'est le négatif et le racialisme, c'est le positif de la race. Le racisme, c'est l'idée que les différences de race sont liées à une hiérarchie des races. Le racisme, c'est ça. Hein, c'est l'idée de hiérarchie, fondamentalement, qui fait que, au nom de cette hiérarchie, on peut prononcer des jugements de valeur sur telle ou telle race dans le sens plus ou moins. Hein, le racisme est rejetant, puisqu'il classe dans une hiérarchie. Le racialisme, lui, valorise la différence de race et en fait quelque chose qui doit être reconnu comme une appartenance, une inhérence plutôt d'ailleurs qu'une appartenance positive. Pour simplifier à l'extrême, je crois que c'est ça la différence. Le racialisme, c'est l'idée qu'il y a là un ressort normal de composition des communautés politiques qu'il faut valoriser comme tel et mettre en scène dans une diversité ou une culture des différences qui a une valeur en elle-même. C'est un retournement, en fait, là, le passage du racisme au racialisme. C'était pour avoir une précision sur ce que vous avez dit là, il y a quelques minutes sur la stratégie de François Mitterrand d'élargir sa majorité, et notamment sur la droite. Ce qui peut paraître un peu contre-intuitif aujourd'hui, mais on a tout le récit d'histoire, parce que justement, cette introduction des communautés dans le langage de la gauche l'a sans doute privé de cet électorat de droite aujourd'hui. Et ça fait le rejet de la... Il me semble que le rejet de la gauche aujourd'hui par une partie de l'électorat qui vient de la droite, c'est justement ce brassage des questions un petit peu ethniques, raciales, antiracistes, etc. En partie. Et alors, je n'arrive pas bien à comprendre rétrospectivement quel électeur il entendait séduire à droite avec la stratégie qui était celle qui était mise en place avec SOS Racisme. Alors justement, c'est là où on arrive aussi dans une autre évolution historique très importante qui va se creuser à l'intérieur de la droite et aboutir à un divorce profond entre une droite qui, en France, était traditionnellement conservatrice, autoritaire, pour faire vite, qui est le cas du gaullisme typique. Hein. Je parle de l'électorat, c'est clair. La nouvelle, on est dans le contexte mondialisation, européanisation, et où il y a là une nouvelle droite libérale. Mais du point de vue des forces politiques, Mitterrand a joué de cette droite-là, via l'Europe. Et alors évidemment, il y a une autre droite conservatrice classique qui n'entre pas du tout là-dedans. Mais il a introduit j'ai participé jadis à un jury sur un mémoire d'études politiques qui m'avait intéressé. C'était sur la campagne mitterrandienne de 1988. C'est une campagne très étonnante, hein, la réélection.
où effectivement, les thèmes libéraux, européistes, sont développés avec beaucoup d'habileté d'ailleurs, d'une manière qui lui permet de rafler le MEDEF, si je puis dire. Enfin, grâce à Mitterrand, on a l'Europe. Et grâce à l'Europe, on a le libéralisme. On a la mondialisation. C'est pas les Français qui auraient su faire ça tout seuls. Vous voyez, donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Il a joué très habilement de la... Et si je puis dire, c'est une tentation naturelle dans la gauche, où ça s'est produit à d'autres époques autrement, parce qu'une des valeurs de gauche universaliste, c'est l'internationalisme. Eh bien, tout va bien. Le marché européen, c'est internationaliste. On arrive, il y a une manière de tordre le propos, de faire jouer les termes, les identités sur ce terrain, qui fait qu'une gauche internationaliste devient pro-européenne et pro-mondialisation au titre de son internationalisme. Ou par des équivoques, par le fait qu'on est sur des orientations très générales. La gauche socialiste dont vous parliez, c'est ça, derrière, il y a l'internationalisme, pas prolétarien. Mais parce qu'il y a un internationalisme prolétarien, mais il y en a un autre qui est un internationalisme patronalo-libéral d'un genre différent. La question, c'est où est-ce qu'on fait la différence entre les deux. Mais il y a une gauche qui s'est faite duper. Il y a quand je vais pas mentionner de nom, parce que ça serait désobligeant pour des personnes que, par ailleurs, j'estime beaucoup. Mais dès que vous abordez cette question de l'Europe avec des gens d'une grande tradition de gauche, l'argument internationaliste arrive toujours à un moment donné. Donc c'est très frappant. Et c'est Mitterrand qui avait beaucoup d'habileté pour sentir ces choses-là. On a joué très intelligemment. Oui, Guillaume. Comment se fait-il qu'une association comme SOS Racisme, marginale au possible, alors effectivement potentiellement avec des subsides de l'Élysée, ait-elle pu avoir un tel pouvoir et avoir autant marqué 30 ans de pensée, alors pas politique, ce serait beaucoup trop leur donner de crédit, mais pensée sociale, parce que la sociologie, à l'université, on est quand même un petit peu beaucoup trop intégré. Effectivement, vous êtes revenu sur les French Theory qui ont fait un aller-retour traverser l'Atlantique pour en revenir. Comment expliquer que si peu de personnes avec si peu de capacités humaines et puis autant décantées politiquement? Parce que là je veux dire, vous me mettez devant une grave lacune de mon propos. J'ai oublié une force décisive que vous me permettez d'expliciter, c'est les médias. Voilà. Et c'est ça qui se passe avec l'interdit dont Yonnet va être frappé, c'est qu'il y a une vulgate médiatique qui devient hégémonique et qui trouve un relais de discours extrêmement intéressant dans ce... Il faut voir dans le livre, c'est bien relaté, le succès médiatique de SOS Racisme, même le lancement de SOS Racisme, c'est un lancement médiatique. Je n'ai pas même mentionné le nom, il y a un slogan publicitaire élaboré avec des publicitaires, Julien Drey et comment il s'appelle, la Séguéla, vous voyez, une mixture. Touche pas à mon pote. Il y a le PIN, à l'époque on dit les pins. Le pins, la petite main jaune qui va avoir un succès, c'est le relais médiatique qui a assuré ça. C'est le parti des médias, le grand sponsor de SOS Racisme après ce lancement, ça va être Pierre Berger.
hein, et il n'avait que tous ces relais puissants dans la sphère médiatique. Il faut voir aussi que ce n'est pas un mouvement classique Non. qui fait des réunions, ils font des concerts. Oui. Et le premier concert, il est place de la Concorde. Oui. Il faut quand même avoir des appuis Oui. pour prendre la place de la Concorde. Il y en a eu un, j'étais pas à la Concorde, mais j'étais à Vincennes, des baffes énormes. Au bois de Vincennes, il y avait 10 000. Mais les gens qui venaient, ils venaient pour écouter de la musique. Bien sûr. Ça, c'était là. tout. Mais on disait, dans les médias, il y avait l'idée qu'il y avait 10 000 personnes pour acclamer les 3 mots que prononçait Harlem, parce qu'il ne faisait pas un grand Non, il savait faire ça. C'était uniquement de la communication, mais de grande envergure. Ah oui, oui. Et il y avait très peu de militants. Oui. Très peu de militants et très peu implantés dans les banlieues, les fameuses banlieues. J'ai vu, je ne suis pas allé souvent au congrès de SOS Racisme, mais je me souviens d'un congrès à Rennes, dans les années 92, 94, 95. Ils avaient amené des cartes de jeunes de Marseille. Mais les jeunes de Marseille, ils n'allaient pas aux réunions, ça les embêtait. Et ils s'embêtaient sur les parkings à attendre qu'on les cible, dire venez applaudir. Bon. Il n'y a pas que SOS qui fait ça. Non. Mais les jeunes de banlieue, c'était pas un mouvement de jeunes de banlieue. Nous, on a connu, avant et après, des mouvements qui étaient des droits de cité, droits de cité, au sein duquel on a milité, quand on s'est éloigné de SOS Racisme, où il y avait vraiment des jeunes des quartiers. Bon. SOS, non. C'était le gauchisme universitaire. C'était la Ligue, ouais. les fonds de salle, c'était la Ligue communiste, c'était la gauche universitaire, c'était les gens de l'UNEF, c'était les gens de la Fidèle, le syndicat lycéen, des gens comme ça, mais qui avaient de gros moyens. Bon, il y a eu des scandales. France-Can a été mêlé, l'argent c'était considérable. Alors naturellement, c'est facile de faire de la politique quand on a autant de moyens, quand on a tous les médias avec soi et quand on lutte contre le fascisme, c'est-à-dire le Front National. Bon, bien, mais c'est d'ailleurs un phénomène de type nouveau. Les mouvements politiques faisaient des réunions, la mutualité, là c'est plus la mutualité. Non. C'est la musique, la place de la Concorde et des symboles, la petite main, effectivement, 2 slogans et c'est emballé. Et c'est toute une évolution de la politique qui a eu des suites importantes, puisque au fond ça a été une école. SOS Racisme a été une école de la manière de faire de la politique, ou de chercher une autre façon de... Je dirais une manière dépolitisée de faire de la politique. Oui, exactement. Il faut dire que dans la jeunesse de l'époque, il y avait aussi un rejet complet des formations politiques classiques, à commencer par le Parti communiste, le cégétiste qui manifestait, mes enfants, comment peut-on être à la CGT alors qu'il défilait volontiers avec SOS Racisme. Voilà. Mais il y avait ce rejet, parce que le Parti communiste, stalinien, etc., et le PS étant déjà ce qu'il était, c'est-à-dire une machine de fonctionnaires municipaux, d'élus, c'était un parti d'élus, et de fonctionnaires travaillant pour les élus. C'était ça. Donc ça n'attirait pas les jeunes. En plus, quand on entrait au PS, c'était des luttes de courant invraisemblables, c'est pas amusant du tout. Et SOS, c'était autre chose que ça, plus quand même des vieux apparatchiks qui manipulaient l'ensemble. Oui. C'est une... On peut le faire, disons, Paul Lyonnais l'examine sous l'angle d'une sociologie culturelle, mais on pourrait le faire sous l'angle d'une sociologie politique qui serait très intéressante, parce que c'est un moment charnière. Oui. Il y a une... Mais il n'y a pas de chance que ça arrive, puisque les sociologues sont en général eux-mêmes issus de l'objet sur lequel il manque un peu de distance. Il y a des
une mutation, justement, quand Paul Lyonnais a publié Je, Maud Zema, c'était une petite révolution interne. Qui a été très vite enterré aussi. On avait même reçu un gros livre d'Edgar Morin disant J'existe en toujours. C'est vrai? Oui. Il avait l'impression d'avoir été un peu ringardisé. Ouais, ringardisé tout d'un coup. Alors c'était le sociologue à la mode, oui. avec de bonnes raisons d'ailleurs, Oui. Edgar Morin. Mais il avait, ça l'avait embêté, cette façon de faire de la sociologie. Ouais. Question? Oui. Voilà, j'essaie de résumer tout simplement pour moi ce qu'on vient de dire et dans ma tête, du coup, je vois ce moment dont vous parlez, le succès du SOS Racisme, comme le moment charnière où le pouvoir politique qui essaie d'utiliser en fait le monde associatif et peut-être les médias, il devient lui-même happé par ce monde-là et où le pouvoir passe du politique aux médias, au monde médiatique, et ça lui échappe complètement. En fait, le contrôle, ce qu'on voit depuis, c'est que le contrôle a échappé au monde politique et il est passé du côté, ce que vous appelez, je pense, c'est l'avènement du magistère, de la conscience sans intelligence ni science. Je crois que c'est ça la formule que vous avez utilisée. Et c'est ça, en fait, où ça se cristallise à ce moment précis où ça bascule, tout bascule, en fait. C'est... Et ce n'est jamais réuni en arrière. Non. Ça, oui, parce que on s'interroge beaucoup aujourd'hui sur le fait que les structures médiatrices traditionnelles, partis, syndicats, etc., ont perdu tout pouvoir, mais parce qu'il y en a une autre de médiation qui s'est imposée, c'est celle des médias, précisément. Et c'est le moment où ça se passe. C'est-à-dire, alors, comme toujours, la réflexion politique opérationnelle est à courte vue. Donc, il y a une opportunité. On se précipite dans une voie parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, une alliance de fait entre le politique et les médias qui se crée à un moment donné. Et on ne voit pas au-delà. Mais dans l'opération, la politique a perdu son âme et a laissé le magistère aux médias. Mais parce que c'est très court-termiste aussi. Là, les politiques n'arrivent pas à se projeter au-delà de 3-4 ans. Ah oui, là vous êtes dans le très long terme. Vous savez, déjà dans les années 1970, un Premier ministre britannique de l'époque, Harold Wilson, un travailliste tout à fait respectable, avait eu à répondre à la question d'un journaliste qui lui demandait quelles sont vos perspectives à, je me rappelle plus, à long terme. Et Wilson lui avait dit non mais qu'est-ce que vous appelez long terme? Il dit il répond, je me rappelle plus de quoi, et il baisse ses prix et il dit oui, enfin je voulais dire à moyen terme. L'épisode est très bien raconté dans un roman par un journaliste qui l'a vu. Oui, non, je voulais dire à moyen terme, disons 15 jours. Et Wilson lui dit, vous savez, 15 jours en politique, c'est très long. Oui, il n'y a pas... Je pense, ce que vous dites touche à un point capital, c'est un épisode intéressant, c'est que les politiques, le changement radical qui se produit dans cette période, les années 1980-90, c'est la perte par les politiques de la direction intellectuelle de la scène publique, au profit des médias. Ils ne l'ont pas vu, ils n'ont pas compris, ils s'en sont servis dans un premier temps, et ça les a desservis à long terme. Ils n'ont plus la maîtrise de l'agenda même. L'agenda politique est fait par les médias. C'est un changement capital et qui explique beaucoup de choses qu'on a vues depuis lors. Les politiques sont au service des médias, en fait. C'est quelque chose qu'il faut analyser presque
quotidiennement devant les questions. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe en ce moment, pardonnez-moi Bertrand, juste un mot, à propos de la réforme, du mouvement sur la réforme des retraites. À un moment donné, il y a un consensus chez les observateurs, les commentateurs, le gouvernement a perdu le contrôle du récit médiatique. Ben oui. Il n'a pas cherché à la gagner, et c'est fait comme ça. C'est devenu une sorte d'esclavage presque. Hein. Avant de passer la parole à Guillaume, et pour en rester sur ce point que soulève Natalia, je me souviens d'une conversation avec Laurent Fabius, qui était Premier ministre, c'était en août 84, à Matignon, une période très calme, et il m'a dit nous ne pouvons rien face à trois pouvoirs, l'administration, les médias et le pouvoir scientifique. Peu de temps après éclatait l'affaire du sang contaminé. Bon exemple de... Fabius était très lucide dans ses conversations privées. Il n'en tirait aucune conséquence. Voilà, si, il était très, disons-le, il était très cynique. Il a fait une très belle carrière. Hein, mais oui. Bon, parce qu'il en tirait une politique. Si nous ne pouvons rien, mettons-les de notre côté. Oui. Dans la mesure du possible. Ce n'est pas ce qu'il m'avait dit, mais le constat était là. Oui. Et c'est resté dans mon souvenir parce que c'était très précis. Il a quand même payé assez cher quant à la relation avec le pouvoir scientifique. Et 10 ans après, je l'ai revu, il était premier secrétaire du PS, et il m'a dit « Nous avons trop exagéré en nous présentant comme des citoyens vertueux, alors que tout le monde sait que nous ne le sommes pas. L'avenir dans ce pays, l'avenir politique de ce pays, l'avenir est au médiocre. Parce que les gens, c'est une vie de chien, oui. C'est vrai. C'est vrai. La vie d'un homme politique est une vie de chien. Il n'y a pas de soirée, il n'y a pas de week-end, il n'y a rien. C'est fatigant, c'est bon, etc. Et maintenant, nous sommes sous le feu des médias, nous le serons de plus en plus à cause de notre vie privée, et il avait bien raison. Plus il y a eu des affaires, plus... voilà. Et donc, tous les gens qui sont intelligents, veulent avoir une vie tranquille et être convenablement rétribués, iront ailleurs qu'en politique. Et je crois qu'effectivement, nous vivons ce que Fabius avait prévu. C'était ça devait être en 1993, à la fin du mitterrandisme. Et voilà. Hein, Oui, mais c'est une... Tout ça est... Mais c'est désolant, parce qu'on ne sait pas quoi faire. On se demande s'il y a quelque chose à faire par rapport à cet état, cette évolution de la vie politique, qui n'est pas propre à la France, d'après ce qu'on nous dit. Le certain nombre de pays européens connaissent les mêmes tout à fait. Évolutions absolument catastrophiques quant à la conscience politique des milieux dirigeants. Nos amis britanniques, par exemple, pour quelle tradition, Westminster n'est plus ce qu'il était. Mais disons que par rapport à cette évolution fondamentale, je pense que c'est le genre de question dont une démocratie mûre doit se saisir. Pourquoi les politiques ont-ils une vie de chien ? Il n'y a pas d'obligation à ça. Il faut les protéger, effectivement. Hein, ça demande toute une réorganisation de la vie publique, parce qu'ils ont été entraînés par des mouvements sociaux pas du tout pensés, auxquels on peut apporter d'autres réponses. Hein, avec toutes les perversions que ça produit. Je n'en prends qu'un exemple, mais qui est capital. Fabius constate, ce qui est quand même le plus surprenant dans ces constats, c'est que nous n'avons aucun pouvoir vis-à-vis de l'administration
que nous commandons. C'est original. Ça ne me paraît pas... Comment ça se passe? Et c'est vrai, par ailleurs. Mais pourquoi? L'administration a un moyen de pouvoir extraordinairement puissant et très simple sur les ministres. On l'envoie se promener. C'est tout bête. Un ministre n'est jamais dans son ministère, ou quasiment. Il revient pour faire vaguement des arbitrages qu'on lui a soigneusement préparés, et de toute façon, il a une petite marge de manœuvre, mais très limitée. Mais en revanche, il a fait une tournée des Grands-Ducs dans les provinces, il a remis des décorations, il a inauguré, il a fait des réunions de terrain avec des gens qui pensent comme lui, donc tout va bien. C'est ahurissant. Une administration a pour mission, quand il voit arriver un nouveau ministre... La résistance. Ils font de la résistance passive. Non, ils ne font pas de résistance, ils l'envoient se promener. Passive. On lui fait un agenda médiatique d'enfer, une tournée européenne absolument somptueuse, où il peut... Et il est très content, il monte sa binette à la télé, on l'a vu au Monténégro, en Norvège, et pendant ce temps-là, les souris dansent. Les ministres passent, l'administration reste. Eh ben oui, mais justement, mais non seulement elle reste, mais elle continue tranquille en pouvant se débarrasser de l'emmerdeur ou de l'emmerdeuse qui occupe le bureau principal du ministère. Un autre Premier ministre qui voulait m'embarquer dans une des affaires de laïcité, qui était François Fillon, m'avait dit, je lui avais dit, je ne sais plus quoi, très banal, il m'a dit, vous savez, dans ce ministère, il était ministre de l'Éducation, à l'époque, il était ministre de l'Éducation nationale. Et il m'avait dit, vous savez, dans ce ministère, hein, en dehors de mon bureau et du carré du ministre, j'ai aucun pouvoir. Et au ministère de l'Éducation, c'est parfaitement vrai. Bon, mais est-ce une fatalité? Absolument pas, à mes yeux. Ça demande une... il y a même des disciplines qui s'occupent de ça. Ça s'appelle la théorie de l'organisation. C'est pas quelque chose qui me semble insurmontable, mais il faut mettre tout ça sur la table. Voilà ce que devrait être un vrai débat parlementaire. Comment se fait-il que nous, qui faisons les lois, n'avons aucun pouvoir? C'est pas que... Il y a une contradiction dans les termes. Il faut régler ce problème. Au lieu de je ne vois aucune fatalité. Que ça soit difficile à faire, que ça implique de faire de la casse, un peu, certainement. Mais je ne vois rien qui s'oppose à la capacité de régler ce problème. Je veux dire, imagine, un ministre de l'Éducation, à une certaine époque, allait une fois par semaine à Bruxelles, lever aux aurores. Vous voyez ce que c'est qu'une discussion à l'époque c'était 28. Hein, donc il faut attendre en roupillant que les 27 précédents aient causé, et puis vous avez vos 5 minutes pour dire ce que vous dites, vous vous rendormez d'un sommeil profond, et au bout de quelques heures, on vous remet dans le train de retour du... C'est absurde. Ça sert à quoi? De quoi on a parlé, ils ne savent pas. J'en ai fait l'expérience avec un ministre de l'Éducation que je connaissais bien. Il me dit, oui, on était à Bruxelles, c'était épouvantable. Je dis, mais vous avez parlé de quoi? Oui, je ne me rappelle plus. Aucune importance. On lui a préparé le PQ qui doit servir. Il s'en fout complètement, ça n'a aucun enjeu pour lui direct. Mais il y a une grande opération européenne de révision du curriculum, ou je ne sais pas quoi. De toute façon, c'est réglé par la commission derrière. Bon. Il y a une absurdité du métier politique qui ne peut que décourager les gens qui ont une vraie vocation politique. Hein, ce métier n'a plus de sens, en fait. Sinon, l'élection.
D'où la préoccupation, parce que là, ils tiennent. C'est la seule chose sur laquelle ils ont du pouvoir de combat, si je peux dire. Il faut vraiment. Et puis, il y a les élections internes à un parti qui peuvent donner lieu à ça, c'est vraiment la lutte picrocolline. Pas très intéressant, mais il y a des gens qui aiment ça. Hein, mais rien n'oblige à en arriver là. Justement, il faut mettre tous ces constats, il faut les mettre sur la table et en tirer des conclusions. Qui peut le faire? C'est après tout aux citoyens de le faire pour commencer. Il y a une interpellation du politique. Je veux dire, le choix est entre le désintérêt qui avance, c'est le cas, parce que tout le monde le constate. Faudra-t-il attendre le jour où il n'y aura plus de candidats aux élections pour se poser la question? Ça sera... Malheureusement, ça n'arrivera pas, parce que il y aura toujours des candidats pour de très mauvaises raisons. Dans les années 80, les années Mitterrand, on disait souvent aux socialistes de s'intéresser au débat d'idées, qui justement, comme vous le disiez, était tout à fait passionnant. On n'a jamais eu gain de cause. Non. Parce que c'est les années où ils sont rentrés vraiment dans la logique de la communication. Ouais, voilà. La communication, c'est trois concepts qu'on sort en 5 minutes, et il faut que les gens, parce que les gens ils ne peuvent pas entendre plus. Hein. Votre maître Fabius avait même formulé une règle lexicale. Un homme politique ne doit pas utiliser un vocabulaire de plus de 300 mots. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Et donc, comme rien ne compte à part les 300 mots et les 3 thèmes, éléments de langage, comme on dit maintenant, c'est pas la peine de lire. C'est pas la peine de lire Marcel Gauchet. Il y avait quelques tentatives. Ils vous ont reçu certainement. Oui, bien sûr. Ils ont reçu Emmanuel Todd. Mais ça leur était complètement égal. Complètement. Alors qu'ils avaient chez eux, y compris un très bon spécialiste de la communication qui était un de nos amis, Lucien Sfez. Oui. Il a écrit une critique de la communication, un gros livre qui est très remarquable, qui a été publié en 1988, et on était tous les deux au comité de lancement de la campagne de Mitterrand. Et on a passé notre temps à rire, parce que c'était ridicule. C'était ridicule, y compris en termes de communication. Parce que autant Chirac, c'était parfait, hein, sa propagande était parfaite. Tous les secteurs étaient ciblés, les chauffeurs de taxi arméniens avaient un tract, tout. Et on avait perdu les listes, on ne savait pas où était le papier pour faire des tracts, n'importe quoi. Et Sfez avait dit, mais au moins une chose est sûre, c'est que nous n'arriverons jamais à devenir une organisation totalitaire. Mais alors donc un très bon spécialiste de la communication qui faisait de la critique, qui voyait tous les dangers de ce système, ils ne l'ont jamais écouté. Ils venaient parler à la NAR, bien sûr, mais pas chez eux. Non, mais quand ils allaient sûrement aussi chez eux, mais ça n'avait aucune... On l'écoutait poliment et puis on passait à autre chose. Hein, c'est ça. Mais je ne pense pas que cette... Je crois que cette dégénérescence du métier politique n'a rien de fatal et que ça demande une repensée profondément toute une série d'habitudes, hein, de routines, de croyances invétérées qui aboutit à une complète perte de sens. Le gouvernement actuel nous parle de faire de la pédagogie sur la réforme des retraites. On va faire de la pédagogie. La pédagogie consiste à répéter la même chose. C'est une pédagogie très à l'ancienne. Peut-être à force de répéter, ils vont finir par le croire. Répéter des éléments faux. Oui, justement. Ce n'est pas le propre de ce gouvernement. Ça fait au moins 10 ans, voire plus.
de la pédagogie. Mais là, on a un exemple intéressant, si vous voulez. C'est-à-dire, personne ne comprend quoi que ce soit, hors de quelques spécialistes à cette réforme, à commencer par le fait pourquoi vous la faites. Parce que vous dites, mais c'est une toute petite réforme. Alors si c'est une toute petite, est-ce qu'elle est vraiment... Ça sert à beaucoup de choses. Ils n'ont rien, ils ne sont pas capables, en dehors de la répétition d'éléments de langage qui ont été fabriqués par des spécialistes en communication. Je mettais une anecdote dans le genre, c'est une des règles que les communicants ont instillées dans la tête des politiques et qui leur vaut beaucoup de mécompte, c'est, et je l'ai vu de mes yeux vus dans un contexte où j'étais stupéfait, vous ne devez jamais dire que vous vous êtes trompé, parce que le pouvoir est infaillible. Hein, il dit, alors non, mais vous, monsieur le Premier, vous porteriez gravement atteinte à l'esprit de la fonction. Non, on ne dira jamais, je reconnais que c'était peut-être mal calculé notre affaire. Non, ils doivent persévérer. Donc les malheureux reçoivent des tomates, tout le monde leur dit votre truc tient pas debout, c'est absurde, etc. Ils répètent, parce qu'il ne faut pas baisser pavillon. En fait, ils ont inventé l'infaillibilité. C'est normal parce qu'ils font partie du cercle de la raison. Oui. En fait, c'est l'infaillibilité papale, mais version ministre. C'est-à-dire qu'ils ont raison. C'est faux, mais ils ont raison. Je voudrais vous poser une question. N'y a-t-il pas une tentative d'ébrécher tout ce discours dominant par le biais qu'on en pense qu'on veut par ailleurs? C'est par un oligarque, il s'appelle Bolloré, et c'est une tentative d'ébrécher le discours dominant. Oui, certainement. Est-ce que c'est très concerté? Ce que je ne suis incapable de vous dire, je n'en sais rien. Est-ce que c'est concerté ou est-ce que c'est tout simplement de la part d'un homme d'affaires particulièrement froid dans ses appréciations, pour qui il s'agit d'eux, de prendre une part de marché? Qu'est-ce que vous faites? Vous entrez sur le marché médiatique. Vous répétez ce que font les autres. Vous allez avoir un petit bout de... Si vous voulez percer, il faut être dissonant. Il faut incarner une différence. Ça peut être un pur truc de... Je ne sais pas du tout s'il a un projet... je ne suis pas sûr. Où est le créneau? Si vous raisonnez en épicier, vous êtes chef d'entreprise, où est le marché potentiel? Il n'est que là, où il va. Il n'y en a pas d'autre possible. Est-ce qu'il faut faire la même chose que BFM TV? Est-ce qu'il faut faire la même chose que LCI ou je ne sais pas quoi? Non. Hanouna, c'est exactement la même chose. C'est la dissonance. Le marché est là. Un raisonnement commercial très simple. Les gens en ont marre d'entendre la même chose partout. Un peu aseptique. Prenons un casseur d'assiettes qui met les pieds dans le plat, ça fera du bruit et les gens iront boire. Je crois. On peut mettre en marche des dynamiques qui vous échappent. Ah, c'est ça l'histoire de l'humanité. Oui, en effet. Après, celle-là, on verra. Bon, on va remercier Marcel Gauchet, si vous n'avez plus de questions, d'avoir bien voulu... Vous aviez... Oui, allez-y. Est-ce que, pour revenir au sujet original qui était je crois que c'était ça le sujet, est-ce que la droite n'est-elle pas autant fautive qu'au final la gauche? C'est-à-dire, vous disiez que la droite n'avait pas de réflexion, puisque de toute façon la gauche, avant les années, c'était la gauche rebelle et les soviétiques, vous inquiétez pas, de toute façon, on n'arrivera pas au pouvoir, puisque de toute façon, voilà, c'est révolutionnaire. Est-ce que justement elle n'est pas autant fautive, c'est-à-dire de ne plus avoir de projet? On était dans une forme de vision très court-termiste, on va gérer le cours de l'augmentation du livret A quand on est au pouvoir, et puis est-ce que justement c'est pas autant sa faute, si ce n'est presque plus, que la gauche? Mitterrand a joué un coup politique qui a marché à court terme, à long terme on commence à en payer les prix, mais la droite n'a pas su réagir. Non seulement elle n'a pas su réagir, mais il s'est passé dans la période un phénomène important qui me fait parler de Mitterrando-chiracisme,
c'est que Chirac a essayé de jouer la dissonance et de réveiller un peu, changer le programme traditionnel et les habitudes. Il a cru trouver dans le libéralisme qui commençait à déferler un peu partout un équivalent de ce qui était le cœur mitterrandien de ce revirement européiste qui lui a été très bénéfique. Il est battu en 1988 en dépit de l'impéritie de ses équipes, il gagne quand même. Et Chirac, il en tire la conclusion, tout à fait en pur politicien sans perspective, c'est son discours qui marche. On va faire le même avec des petites inflexions. Mitterrand a vampirisé la droite, qui refait du mitterrandisme à sa façon, et en essayant d'utiliser, à partir du moment où ils sont dans l'Europe, où Mitterrand a installé le cadre européen, on fait de la surenchère sur l'Europe comme moyen d'une surenchère libérale mondialisation. C'est ça qu'il a compris. L'essentiel est acquis à partir de ce moment-là. Si j'ai bien compris ce que disait Seguin en privé, et que moi je ne l'ai pas entendu dire de façon directe, mais quelqu'un comme Emmanuel Todd le raconte, puisqu'il était assez mobilisé aux côtés de Seguin, Chirac lui a dit « Mais mon vieux, tu te trompes totalement, c'est Mitterrand qui a raison. » Ça s'est passé comme ça. Il faut s'inscrire dans ce cadre, et nous, on va faire notre petite différence qui justifie une alternative, qui justifie une alternance. Mais c'est ça qui s'est passé. Donc la droite est plus que fautive. En fait, elle s'est engouffrée dans le sillage de Mitterrand. Elle a été encore plus loin. Voilà. Elle y était déjà avec Giscard. Et oui, mais oui. Qui était une droite non gaulliste. Tout à fait. Mais très résignée. Mais Chirac a fait battre Giscard en 81 là-dessus. Et on pouvait avoir l'impression que le RPR de l'époque était justement voulait rester dans une filiation gaulliste contre l'européisme atlantiste et tout de Giscard. Mais ils ont refait la culbute en renouant avec effectivement l'inspiration de Giscard. Mais c'est dès l'acte unique. Oui. 86, c'est les élections également législatives, et Chirac est partisan de l'acte unique. Oui, mais il ne le remet pas en question, mais lui, il voit dans l'acte unique le moyen de... D'abord, il veut jouer une politique étrangère de style gaulliste, tout en poussant dans un sens beaucoup plus libéral. En gros, le débat politique français, c'est Europe sociale des mitterrandistes contre Europe libérale des chiraciens. Et après, c'est l'Europe libérale, à l'anglaise, autrement dit. C'est ça que joue Chirac. Et il se rallie à Mitterrand sur le thème Europe, une Europe sociale. C'est la fracture sociale de 95. Il joue vraiment, cette histoire politique qui est une descente aux enfers, je crois qu'on est d'accord là-dessus, et est à écrire vraiment de façon très nette et très précise pour comprendre ce qui s'est passé, qui a abouti à cette implosion de la scène politique, parce qu'en gros, on est devant une implosion de la scène politique française, il faut. Entre le fait, on est dans une situation où on a complètement changé de système politique, on a trois forces en présence, une extrême droite, d'un genre nouveau d'ailleurs, c'est pas une extrême droite traditionnelle du tout, puisque c'est en même temps une extrême droite d'un style populaire, social, assez curieux, comment ils arrivent à ça, des partis de gouvernement. En gros, il y a un parti unique qui est le Parti socialiste,
le LR et les macronistes, c'est le même. Ils devraient fusionner d'ailleurs, ça serait plus clair. Et puis une extrême gauche reconstituée par Mélenchon. On est complètement sorti de la Ve République classique. Ça n'a plus aucun rapport. Ce qu'on vit politiquement. C'est une... ce qui reste du système politique Ve République qui s'était à peu près sédimenté, c'est un centre gouvernemental, avec des nuances évidemment, mais flanqué de deux partis extrêmes, sans possibilité d'alternance. C'est l'alternance unique. C'est une très bonne formule. On n'est plus dans un système d'alternance. Ouais, mais avec quand même une note positive. J'espérais une fois de plus. C'est que quand on pose une vraie question à l'opinion publique, elle répond avec passion. Le Maastricht a été profondément discuté dans l'opinion publique et les ventes du traité, parce qu'il n'y avait pas encore Internet, ont été considérables. Le référendum de 2005 a été l'objet d'un très très grand débat également. Bon, il n'en reste rien. Et il y a quand même de très très grandes manifestations sociales. Non, mais bien sûr. Avec un dynamisme, une conscience politique, voilà. Mais qui n'a pas de débouché. Oui, la fameuse absence de débouché sur le plan politique, puisque personne n'est en mesure, veut ou ne peut, reprendre ces mouvements d'opinion, ou bien ils ont été abandonnés. Parce que la question de l'Europe, justement, comme vous le disiez, a été complètement abandonnée par les partis politiques les plus contestataires. Et c'est là où on a fait, d'ailleurs, on revient à notre point de départ, où s'est installé un système de tabou qui domine la scène publique et qui rend impossible, pour les gens qui se veulent convenables, d'aborder un certain nombre de questions qui sont celles qui font vivre l'opinion. Et c'est quand même ça qui est le cœur de notre actualité. C'est l'impossibilité d'aborder un certain nombre de questions. Il y a une crise politique quand il n'y a plus de correspondance entre le système représentatif et les préoccupations des populations. C'est la définition la plus simple qu'on puisse donner d'une crise démocratique. Il y a un personnel politique qui n'est pas branché sur ce qui interpelle profondément la population des électeurs. On y est, mais à la clé, c'est effectivement les tabous, notamment le tabou européen, le tabou de l'immigration. Vous mettez les deux ensemble et vous avez la scène politique actuelle. Exactement. Persévérons. Oui, mais bien sûr, c'est moi je suis pour je n'en tire pas c'est pas la fin du monde. Non. Merci beaucoup. À cause des congés scolaires, on reprend avec Benjamin Morel. Là aussi, ça va être triste comme conférence, c'est quand même brillant. La France en miel, c'est son livre qui vient de paraître. On va parler des mouvements régionalistes. Chers amis, merci beaucoup.